Ok. Du coup, cette presse-là, c'est pas pour parler d'une techno en particulier comme on a vu là à Redux, c'est plus pour raconter un peu notre histoire. Euh, Ça fait un peu pompeux comme ça, mais c'est juste un retour d'expérience sur comment on a utilisé React et les technos qui vont autour pour mettre en prod un site avec un fonctionnement React universel. Euh, ok, je vais faire ça en même temps. Donc le point de départ du projet, euh, moi, la boîte que je représente là, c'est Auchan Direct. À la base, Auchan Direct, c'est une boîte supply chain centric avec un site e-commerce traditionnel à l'ancienne, avec des bannières, un truc bien moche. Et là, la boîte se recentre sur une expérience plus customer centric. On a envie de faire plaisir à nos utilisateurs. Et donc pour ça, notamment, on construit une web app euh, en React. Euh, donc déjà, je vais parler un peu de ce qui différencie une single page app classique d'une app universelle. Donc ça, c'est une single page app React, mais ça peut être Angular, classique. On a notre browser qui demande une page à un serveur. C'est beau. Ce serveur renvoie un DOM vide avec juste une balise script. En attendant, ça charge. Euh, Ça charge toujours. Cette fois, on télécharge le gros script via la balise script. Est-ce que j'essaie de faire ça après? Ok, non, ça va être bizarre. Allô? Ok. Euh, Du coup, le browser télécharge ce gros fichier JavaScript. Ça charge toujours. Vous voyez le petit loader en bas. Et une fois que ce fichier JavaScript a été téléchargé complètement, voilà, on est prêt à dialoguer avec notre serveur d'API et à faire nos petits appels Ajax. Donc maintenant, quand on se met en mode universel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche pas. Rien. Donc initialement c'est pareil, on fait une requête, notre browser fait une requête à un serveur web. Mais là en fait ce que retourne le serveur web c'est un DOM déjà complètement rempli. On n'a plus ce DOM vide avec juste cette balise script. On a cette balise script parce qu'on va vouloir télécharger notre JS, mais on a ce DOM qui est déjà complet, qui peut déjà être affiché par le browser, qui peut déjà être crawlé par les bots de Google. Et du coup, voilà, pendant qu'on télécharge ce fichier JavaScript, l'utilisateur peut déjà naviguer dans la page, scroller, voir des belles images. Et ensuite, une fois qu'on a le JS, là, React prend le relais, va se binder au DOM existant et va effectuer la navigation dans le site à la manière du single page app. Euh, du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de code base? Qu'est-ce qu'on a dû faire? On a une grosse partie du code qui est partagée donc, entre le client et le serveur. On a une toute petite partie qui est spécifique au serveur et une toute petite partie qui est spécifique au client. Du coup, concrètement, on a un petit serveur express qui va utiliser la partie spécifique au serveur et la grosse partie du code partagé pour faire le rendu initial. Et ensuite, le client qui va prendre le relais en réutilisant la majorité du code. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'une app universelle. Donc maintenant, comment est-ce que nous, on a utilisé cette techno pour aller très vite et pour produire de la valeur le plus vite possible. Donc en tant qu'adepte de la méthodologie Lean, on a voulu répéter une boucle très simple. On développe, on déploie, on apprend, et répéter ça très très vite, en 4 mois, pour pouvoir livrer le meilleur produit le plus vite possible. Donc qu'est-ce que ça se traduit par quoi chez nous? En gros, React, ça apporte quoi? Ça apporte une développeur expérience de fou. On l'a vu tout à l'heure avec Redux. Le hot reload, ça change la vie. Donc ça nous permet d'aller très vite. Pas de temps de compile, pas de temps de chargement. Je sauvegarde dans mon IDE et bim, je vois le résultat dans mon browser. Ensuite, on a aussi utilisé Redux avec Immutable. Ça permet d'éviter quoi? Ça permet d'éviter le côté je comprends pas l'état de mon app. Mon app est dans cet état, je comprends pas ce qui s'est passé, quelle série d'appels asynchrones a mené à cet état-là. Non, là, c'est déterministe. Euh, je sais toujours pourquoi je me retrouve dans cet état. On a utilisé à fond le lint, donc notamment le petit plugin de Yannick pour React. On a un linter nazi et comme ça, on s'écarte pas du droit chemin. On teste à fond. On a testé à fond en utilisant cette stack-là, Mocha, Expect, Enzyme. Sinon, ça permet, on l'a vu précédemment, de tester à la fois nos réduceurs Redux et nos composants. Enfin,
on ne voulait pas revenir en arrière. Un truc qui nous ralentit, un truc qui nous empêche d'aller très vite, c'est le fait de revenir en arrière, de revenir sur les futurs. Donc voilà, le test et l'assurance qu'on teste bien avec le test coverage, c'est ça qui nous a permis d'aller très vite et de rien casser. Ensuite, un truc particulier qu'on a fait aussi, ça sort un peu du cadre de React, mais c'était important pour nous. On a fait du trunk-based development. En gros, au lieu d'utiliser le flow, par exemple le GitHub Flow, un truc qui est utilisé de manière assez répandue, notamment dans les projets open source, on s'est dit non, on va pas faire de branche. On va avoir une seule branche, c'est trunk, une seule branche partagée. On va réaliser à partir de cette branche. Et si jamais il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de hotfixer, remerge le patch sur la mainline, non, on roll forward. On publie un fix sur notre branche principale qui est notre seule branche et on release. Un petit mot sur le build. Donc l'étape 2, après l'étape develop, c'est l'étape build and deploy. Voilà, l'outil qui nous a servi le mieux pour ça, c'est Webpack, pour générer nos deux petits bundles, donc le bundle pour le serveur et le bundle pour le client. Ah ouais? Ah non. C'était pas ça. Ok. Une fois qu'on a buildé avec Webpack, on met ça dans un petit container Docker. Avec un one-liner, donc on déploie ça en prod avec un petit playbook Ansible. Les résultats, décidément j'ai du mal avec le truc. C'était bien ça, hein? Non, c'était pas ça, il y avait encore un slide. Putain. Ok, donc dev, deploy, learn, comment est-ce qu'on apprend une fois qu'on a développé? Comment est-ce qu'on vérifie que ce qu'on a développé, ça nous emmène dans la bonne direction? Bon, on utilise New Relic, c'est un peu un gros bousin, mais ça fait le café. Sentry pour les crash reports. En gros, voilà, un bon vieux undefined is not an object. Maintenant, on sait le débugger, on sait à quel utilisateur c'est arrivé, à quelle heure, on connaît son parcours, sur quoi il a cliqué juste avant. Ça nous a permis d'avancer très très vite. Et enfin, un truc assez important pour nous, c'est le fait d'être en contact avec nos clients. Du coup, avec un service comme Aircall, par exemple, on permet à nos clients de nous appeler à tout moment. Et donc, on a cette boucle ultra rapide où on développe, on publie dans notre seule branche, on déploie, et quand il y a un souci, nos clients nous appellent. Donc les résultats. À quoi ça nous a amené tout ça? Depuis mars, on a donc une seule branche, une seule app universelle, côté client, côté serveur. Et on a réussi à faire passer plus de 100 commandes. Donc 100 personnes qui nous ont fait confiance, ont mis leur carte bleue pour se faire livrer leurs courses à domicile. Ok, ça passe à la fin. À propos de votre façon de travailler sur une seule branche trunk, Ouais. tu disais que s'il y avait un problème, il suffisait de le fixer et de redéployer. Dans le cas où le fixe peut être long à faire, est-ce que vous avez quand même des tags qui vous permettent de rollbacker une préview version en attendant que... Alors, le cas, je n'ai pas besoin de répéter la question là, c'est bon. Donc, si jamais il y a un bug, comment est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à le fixer rapidement? Le truc de base, c'est on reverte le commit d'avant. Donc, c'est un moyen simple de fixer. Si on est... Généralement, le problème, c'est quand on ne sait pas d'où ça vient ou quand c'est long à fixer. Ça, c'est trop facile. Quelque part, on part d'un état où ça marche, on a un état où ça marche pas, on sait quelle version marchait, on peut remettre cette version-là. Ça marche qu'il y ait des branches ou pas, quelque part. Donc, en fait, la réponse c'est si c'est long à fixer, juste on n'essaye pas de le fixer, on revient juste à la version d'avant. Pour continuer sur cette question, du coup, ce que ça fait, c'est que dans votre historique de branche, je suis désolé, on parle plus de Git que de React, mais dans ton historique de branche, c'est-à-dire que tu reverses le commit et t'as ça dans ton historique. Ouais, je commit sur la verte, et que tu recommites voilà. par-dessus. C'est pas juste un déploiement d'une ancienne version. C'est vraiment l'historique de toute la branche qui contient les reverts à l'intérieur. C'est ça, ouais. Bon, on peut faire l'autre aussi, on peut décider. On a notre petit container Docker d'avant qui marchait très bien, on peut décider de le redéployer. Après, ça peut être plus compliqué si jamais il y a eu des effets de bord, des migrations, qu'on changeait des bases de données, ce genre de trucs. Donc on va préférer avancer, roll forward, plutôt que revenir en arrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté à utiliser une branche universelle? Vous avez comme difficulté que
Bah en fait, on a démarré comme ça. Du coup, c'est difficile à dire. On n'est pas passé de j'ai une single page app qui n'a pas de rendu serveur à j'ai du rendu serveur. Euh, il y a des choix un peu imposés, genre comment est-ce qu'on fait nos requêtes HTTP. Parce que maintenant, qui va dialoguer avec l'API là, il y a à la fois le browser et le serveur de rendu. Donc ils vont tous les deux devoir faire des requêtes HTTP à notre serveur d'API. Donc il faut un moyen universel de faire ces requêtes HTTP. Bon, heureusement, des gens ont déjà résolu ce problème. Il y a SuperAgent qui permet de faire des requêtes à la fois depuis Node et depuis un browser. De la même manière, le routing, React Router permet d'avoir un routing qui fonctionne à la fois côté serveur et côté client. Justement, pour les requêtes d'API initiales, comment vous gérez le fait que dans le navigateur c'est asynchrone pour ne pas bloquer l'interface et dans le serveur il faut que ce soit synchrone pour le composant. Attendre que le retour de l'API soit là pour retourner le composant. Ouais, c'est ça. En gros, là, le web server, pour afficher ça, il a besoin de faire des requêtes à l'API. Et on doit attendre que ces requêtes à l'API aient terminé avant de pouvoir afficher le DOM. En fait, encore une fois, npm install et ça marche. Il y a Redux Connect qui fait ça, qui est un fork de Redux Async Connect. En gros, quand on déclare dans un container ce dont a besoin le container comme data pour fonctionner, quand c'est exécuté côté client, ça va le faire de manière asynchrone. Par contre, côté serveur, ça va bloquer avant de générer, de générer la réponse. C'était plus par curiosité, mais vous avez dit que ça a pris 4 mois. Ouais. Et il y avait combien dans l'équipe? Et quel était le choix? En fait, pourquoi vous avez choisi React? Il y avait déjà des gens qui connaissaient React ou vous avez fait une belle... Non, le choix, on peut le voir. Alors, combien on était? On était un en mars, il y a un deuxième qui arrive en mars, maintenant on est 4. Et le choix de React, c'est deux trucs, c'est un feeling web app. On veut une single page app, donc là c'est pas forcément React, mais bon, React est un peu chaud en ce moment. Et aussi le côté universel, ça vient de l'importance du SEO. Le fait qu'on veut que nos pages soient crawlées facilement et rapidement. On n'est pas obligé de faire une app universelle pour ça, mais ça permet de limiter le crawl budget dépensé par les bots de Google pour crawler notre site web. Donc, quelque part, c'est pas encore confirmé que c'est un bon pari, mais a priori c'est un bon moyen de maximiser le référencement. Est-ce que vous voulez apprendre très vite? Vous avez passé beaucoup de temps à configurer tout ça, je suppose. Ouais. Pourquoi pas Ember, du coup? Parce que Ember a fait tous ses choix pour toi et peut-être un jour tu changeras parce que tu as appris suffisamment. Et, voilà, mais il y a beaucoup de configurations à faire autour de React. Ouais. Alors qu'Ember est plutôt clé en main. Ouais, alors là c'est peut-être le moment du choix un peu pour le fun, plutôt que parce que c'est justifié de manière rationnelle. La question, est-ce qu'on peut faire du isomorphisme, du universal avec Ember? A priori, on peut le faire avec un peu tout, hein, en vrai, avec un service de pré-rendu, par exemple, on peut le faire en Angular aussi, c'est juste beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si Ember permet de faire ça facilement. Le travail dessus, je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas, mais en tout cas, là, tout va bien dans ta présentation. C'était quoi les galères? C'est quoi les grosses difficultés? Les galères, bah, mine de rien, au niveau... voilà, j'ai mis plein de petites icônes, petits services en bas, petites libs, petits packages, petits trucs comme ça. En fait, c'est... comme tu disais, c'est pas clé en main, quoi. Ça vient pas tout cuit, hop, je prends... Il y a des starters maintenant qui permettent de bien commencer, d'avoir un truc tout fait. En général, tu es quand même obligé de choisir, de construire ta stack étage par étage. Et c'est long et il faut apprendre tout ça. Voilà, ça c'est le gros truc. En gros, il y a une grosse learning curve à l'entrée dans le projet. Vous avez jamais à un moment dit ah mince, je regrette un petit peu ou... Si, le premier mois ça a été dur. Il y a eu des petits moments de doute. On utilise des polyfills, ouais, effectivement. Un des trucs relous, c'est la compatibilité cross-browser sur les vieux browsers. Donc nous, on a un site e-commerce et des grands-mères qui veulent faire leurs courses. Il faut qu'on supporte des browsers assez vieux. Et ça, c'est un défi qui est encore pas complètement relevé.
Ouais, je vois rien. Développer un petit peu sur le SEO. Qu'est-ce que vous avez mis en place et où en est Google sur ça? Alors, où on en est à niveau SEO, est-ce que ça marche de faire une app universelle pour maximiser le référencement? C'était ça ta question? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'est le fait d'avoir une app universelle où on peut accéder au DOM sans JavaScript. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. Après, on n'a pas mesuré encore le succès de ça, parce que concrètement, on ne fait pas encore crawler notre site. Ah, désolé. Merci, on va s'arrêter là avec les questions.